Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro, le dernier de cette saison de Demain à la Une, le magazine qui aborde les sujets qui feront l'actualité de la semaine prochaine, et nous commençons par les titres de cette édition. Tout d'abord, aux États-Unis, où la section d'intérêt cubaine devient l'ambassade de Cuba pour la première fois depuis 54 ans, un moment historique qui marque le début de la normalisation des relations entre les deux pays. En France, ensuite, l'Assemblée nationale planche sur un projet de loi sur le droit des étrangers à partir de la semaine prochaine, titre de séjour pluriannuel et parcours d'intégration sont les mesures phares. Et pour finir, du sport avec le Tour de France qui se termine le 26 juillet. En attendant, c'est un jour, une polémique. Et après les scandales de dopage des cyclistes, c'est du dopage mécanique des vélos qu'il est question cette année. Bonjour, bienvenue avec nous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir à ma droite notre chroniqueur spécialisé en politique internationale et politique française, Marc Perlman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a en face de vous un autre spécialiste de la politique internationale, Édouard Decoué. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comme je le disais en titre, donc c'est le lundi 20 juillet que la section d'intérêt cubaine deviendra donc l'ambassade de Cuba aux États-Unis, un moment historique pour les deux pays et qui vient aussi concrétiser le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères cubain fera le voyage à Washington pour l'occasion, après 54 ans de suspension des relations diplomatiques donc entre Washington et La Havane. Marc, tout d'abord, on est à 1 an et demi de la fin du mandat de Barack Obama. Il compte faire aujourd'hui de cette normalisation ou début de normalisation des relations avec Cuba, l'initiative majeure de sa politique étrangère. On a un peu l'impression, c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec l'Iran dernièrement. Oui, absolument. Barack Obama sait qu'il va vers la fin de son mandat. Il veut donc marquer l'histoire et surtout marquer la rupture avec son prédécesseur, George W. Bush. On se souvient qu'il est arrivé à la Maison-Blanche en disant « Je vais arrêter la guerre, je vais essayer de faire la paix ». Alors ça n'a pas été couronné de succès, loin de là. On l'a vu avec la situation en Syrie, en Irak ou sur le dossier israélo-palestinien. Donc il fallait une victoire pour Barack Obama. Cuba, c'est vraiment une véritable victoire parce que ça renvoie à la guerre froide, à presque 60 ans en arrière. C'est vrai qu'il y a aussi l'Iran et dans une moindre mesure aussi la percée diplomatique avec la Birmanie, aujourd'hui appelée Myanmar. Donc ça, c'est vrai que c'est une façon pour Obama de répondre à ses détracteurs qui affirment qu'il ne fait que parler et non pas agir, que la diplomatie américaine a encore en son pouvoir de faire des compromis historiques avec des ennemis, notamment Cuba. Alors, même si c'est encore un peu compliqué, on va en reparler. Eduardo, on se rappelle tous, fin 2013, cette poignée de main historique entre, justement, c'était pendant les funérailles de Nelson Mandela, entre Barack Obama et Raúl Castro. C'était juste après que les deux pays ont commencé leurs négociations pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui un début de normalisation. Comment est-ce que ce début de normalisation est vu côté cubain par l'État cubain ? Par l'État cubain, c'est vu comme ce qu'ils veulent, c'est la levée des sanctions, évidemment. Mais il faut faire aussi attention. Raúl Castro lui-même a dit que ça ne voulait pas dire que le modèle socialiste, que la révolution cubaine est révolue et oubliée. Pas du tout. Donc, ils veulent une ouverture pour des raisons plutôt économiques, mais ce n'est pas du tout clair qu'ils veulent la démocratie ou la démocratie des marchés et qu'ils veulent non plus une invasion totale à la fois des touristes et des entreprises américaines et européennes. Ils veulent garder ces modèles. Est-ce qu'ils pourront le faire? Ça, c'est toute la question. Sachant qu'il y a quand même des problèmes économiques en ce moment à Cuba et justement le président Castro parlait effectivement de cette récession, de tout ce qui s'imposait un petit peu dans ce... Donc ça pourrait être une bouffée d'air finalement... Pour Cuba. Ça sera un bouffée d'air pour Cuba, même si les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté depuis presque 60 ans, parce que sinon on les saurait. Mais c'est sûr qu'il manque de médicaments, par exemple. La nourriture est très chère. Ils veulent une ouverture vis-à-vis à l'Internet. Et le peuple cubain veut évidemment voyager plus facilement, pouvoir aller en Floride voir la famille et avoir accès à des produits, à des consommations. Ça, c'est clair. Il y a eu une espèce d'euphorie
avec le peuple cubain à la suite de l'annonce de Castro et d'Obama. Et le gouvernement cubain a même dit, attention, les choses ne changeront pas du jour au lendemain. Mais il faut dire aussi qu'il y a une bonne partie de la population qui ne veut pas du tout un système capitaliste. Absolument, on va en parler parce qu'on parlait là de la réaction de l'État et ce que ça représentait pour l'État cubain, effectivement, mais on reviendra pour parler de la population. Marc, la normalisation des relations diplomatiques ou un début de normalisation, c'est une chose. L'embargo et la levée de l'embargo qui est imposée depuis 62, depuis l'administration Kennedy, c'en est encore une autre. La chute de l'URSS a compliqué les choses économiquement pour Cuba et effectivement la levée de l'embargo, c'est, comme l'expliquait Eduardo, c'est ça surtout qui est très attendu par la Havane, mais c'est surtout ça qui ne passe pas à Washington non plus. Évidemment, c'est toute la complication, c'est que Barack Obama a donc eu cette rencontre, on a vu la poignée de main tout à l'heure avec Raúl Castro, d'abord au funérailles de Mandela, puis à un sommet des Amériques au Panama. Il a fait quelques gestes, ce qu'il peut faire sans l'approbation du Congrès, c'est-à-dire il a assoupli les règles pour les voyages, un petit peu pour le commerce. Il a donc rétabli les relations diplomatiques, mais il y a des choses qu'il ne peut absolument pas faire sans l'approbation du Congrès, tout président des États-Unis qu'il est. Et c'est notamment plusieurs choses. Au niveau de l'ambassade, par exemple, oui, il va y avoir une ambassade, mais c'est le Congrès américain qui décide du financement de cette ambassade. Les républicains, qui contrôlent, je le rappelle, les deux chambres du Congrès américain, ont déjà dit qu'ils ne débloqueraient aucun fonds pour le fonctionnement de cette ambassade. Plus important, si jamais Barack Obama, comme c'est quand même prévisible, veut nommer un ambassadeur doit toujours être confirmé par le Sénat. Les républicains ont déjà dit c'est impossible. Et évidemment, pour la levée de l'embargo, il faut le vote du Congrès américain. En l'état actuel des choses, avec une campagne présidentielle qui se profile à l'horizon, des candidats républicains, certains d'origine cubaine, qui ont déjà dit c'est absolument hors de question qu'on le fasse, on ne voit pas comment une levée de l'embargo se fera très rapidement, parce qu'il y a en effet toujours une très forte sensibilité au Congrès, notamment dans le camp républicain, sur cette question de l'embargo. Alors justement, la forte majorité des Américains se dit aujourd'hui d'accord avec ce rapprochement entre les deux pays, entre les États-Unis et Cuba, mais dans le point de vue des immigrés cubains, là on est partagé quelque part, parce qu'il y a les immigrés, par exemple les anciens qui refusent tout rapprochement avec la Havane, et il y a les nouveaux immigrés qui sont arrivés il y a quelques années, etc., qui eux restent très attachés à leur pays et qui eux voient ça d'un bon œil. Est-ce que c'est la différence entre les immigrés politiques et les immigrés économiques aujourd'hui? Oui, c'est absolument le cas. Il faut savoir que depuis 15 ans, les choses ont beaucoup changé, surtout dans l'État de Floride, où se trouvent la plupart des immigrés cubains. Aujourd'hui, vous savez, des immigrés cubains, il y en a beaucoup qui sont nés aux États-Unis déjà, pour commencer. Puis il y en a les nouveaux arrivés qui n'ont pas vécu les traumatismes de leurs parents, c'est-à-dire de laisser tout et de fuir vers les États-Unis, et qui donc n'ont pas la même haine, je dirais, des frères Castro que les aînés. Ce sont des gens beaucoup plus jeunes, plus modernes, qui ont des liens peut-être plus forts avec la famille qui reste au Cuba et qui veulent une normalisation des relations. Donc, les anciens, ils sont toujours là, mais la plupart ont maintenant plus de 70 ans. Ils sont toujours très virulents, mais ils n'ont pas le même poids politique qu'autrefois. Avant, on ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle américaine sans gagner l'État de la Floride. Et on ne pouvait pas gagner l'État de la Floride si on était pour la levée de l'embargo, par exemple, et la restauration des relations diplomatiques normales. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, il y a un changement générationnel très important dans cet État de Floride parmi les Cubains. Et les Cubains à Cuba, eux, ils sont plutôt ouverts à cette normalisation, ils sont plutôt... Ils sont ouverts, bien sûr, parce qu'ils veulent les investissements, il y aura plus d'argent, plus de travail, plus d'opportunités, plus de voyages. Mais, encore une fois, je pense qu'ils ne veulent pas un capitalisme déchaîné tout de suite, ou une invasion de tourisme non plus. Ils veulent que ça soit fait dans la douceur. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le système cubain n'est pas si mauvais que ça. Après tout, il y a l'assurance maladie pour tout le monde, l'éducation qui est gratuite, etc. Et donc, ils ne veulent pas jeter les bébés avec l'eau à Dubaï. D'accord.
Alors, j'aimerais finir peut-être par une question, mais adressée à vous deux. Nous venons d'apprendre que celui qui aurait pu être candidat à la présidentielle en France, c'est Dominique Strauss-Kahn, qui n'est pas encore revenu sur la scène politique en France, mais qui apparemment projette de revenir, mais plutôt à Cuba cette fois-ci, pour être conseiller de Raúl Castro et accompagner la réouverture donc des relations commerciales cette fois-ci entre les deux pays. Peut-être commencer par vous, Eduardo, un petit mot là-dessus. Oui, on n'a pas eu vraiment de véritables confirmations de cette histoire, mais ça a beaucoup de sens du côté de Cuba. Absolument, ça a énormément de sens. Dominique Strauss-Kahn, après tout, a passé, je pense, un peu plus de 4 ans à la tête du Fonds monétaire international. Il connaît bien les rouages de la politique économique américaine et donc et la politique commerciale américaine. Et donc, pour les Cubains, sa vie seront précieux. Ouais. Et ça vous surprend? Oui, c'est quand même, quand on y pense, que Raúl Castro, avec Fidel, qui est toujours là comme une espèce de spectre derrière, appelle le symbole du capitalisme mondial, l'ex-président du Fonds monétaire international à la rescousse. Certes, ça reste à confirmer, mais on sait par exemple qu'il y a une banque d'investissement française très connue, la Banque Lazare, qui donne des conseils à des pays comme la Grèce, comme le Venezuela, mais aussi comme Cuba. Donc Cuba, clairement, et c'est peut-être un signe quand même que Cuba n'hésite pas à demander conseil à des symboles du capitalisme, ce qui prouve que l'époque est révolue et que l'ouverture, certes très limitée, que Raúl Castro a engagée sur la possibilité d'avoir un petit commerce, va sans doute s'accélérer. Évidemment, toute la question est de savoir si le régime pourra garder le contrôle politique qu'il maintient, parce que c'est vrai que c'est un risque, c'est un pari, parce que du côté américain, évidemment, le pari est inverse, c'est-à-dire qu'on espère que l'ouverture économique va précipiter une ouverture politique. Donc la question, c'est est-ce que le mur de Berlin va tomber à Cuba ou est-ce que Cuba va aller vers une évolution à la chinoise? Bon, en tout cas, peut-être que Jack is back finalement. Merci beaucoup Eduardo, merci Marc d'avoir été à mes côtés pour cette première partie. Je vous retrouve juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.